Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Merci au professeur Jamal Belkadir qui nous fait l'honneur de nous inviter pour partager notre expérience avec les autres pairs concernant le diabète en Afrique. Euh, je voudrais commencer, ici c'est le Congo. Le Congo est un pays de l'Afrique centrale et non de l'Afrique de l'Est. C'est un pays situé sur l'équateur qui a pour capitale Brazzaville, d'où son nom d'ailleurs. C'est pour ça que on l'appelle Congo-Brazzaville, à l'opposé de la RDC, Congo-Kinshasa, qui est un pays voisin séparé par le fleuve Congo. C'est un petit pays de 342 000 km². Il y a près de 4 500 000 habitants, comportant 12 départements. Et deux villes importantes, c'est Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi deux autres villes, Dolisie, Ouisso. Et sur le plan sanitaire, ne vous effrayez pas sur ces chiffres. Hein, notre pays comporte un seul CHU qui est dans la capitale, mais il y a dans la capitale 4 hôpitaux de référence. Dans les autres villes, il y en a également, et des hôpitaux de base un peu partout et des centres intégrés. Actuellement, il y a des hôpitaux régionaux qui sont en train d'être construits dans tous les départements qui correspondent aux 12 départements de la République. Concernant la prise en charge au plan diabétique, diabétologique, il y a très peu de médecins spécialistes en diabétologie. Brazzaville en compte 7, Pointe-Noire 2. Et actuellement, une dizaine de médecins sont en cours de spécialisation au Maroc. Ce chiffre paraît petit, mais il faut avouer que depuis plusieurs années, quand on envoie les médecins spécialistes en spécialisation en France, il y a une fuite de cerveau énorme, de telle sorte que depuis quelque temps, on développe la coopération sud-sud avec le Maroc, avec la Côte d'Ivoire, avec Cuba, où il y a plusieurs médecins qui sont en formation. Et au moins là, nous avons la chance de les voir revenir pour pouvoir prendre en charge les patients. Cependant, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas les bras croisés puisqu'il y a une formation qui se fait régulièrement avec l'aide des partenaires. C'est ainsi que ces médecins qui sont dans tous les départements ont une formation dans la prise en charge initiale du diabète et ce qui permet donc une meilleure prise en charge du diabète de la périphérie vers le point central. Au niveau du ministère également, il y a un service des maladies métaboliques qui est rattaché à la Direction générale de l'épidémiologie et de lutte contre maladie qui a ses missions régaliennes et notamment au CHU. C'est le seul service spécialisé que nous avons, mais nous ne sommes pas aussi débordés qu'on peut le croire. Il y a donc une prise en charge qui se fait malgré ce nombre, ces insuffisances structurales, ces insuffisances d'infrastructures, ces insuffisances en personnel. Il y a néanmoins des activités qui se font assez bien sous notre supervision. Concernant l'épidémiologie, on l'a dit, c'est un problème de santé publique, le diabète sucré qui concerne, dans notre population, 92% de la population diabétique avec une prédominance du sexe masculin. Et comme on le voit un peu partout, hein, il n'y a rien de nouveau. Les facteurs de risque sont les mêmes, l'obésité, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Concernant le diabète de type 1, il concerne 5,1 de notre population diabétique. Le plus souvent, il s'agit d'un enfant avec un âge moyen de 14 ans. Et également là, on a une prédominance masculine, mais on retrouve le diabète de type 1 chez l'adulte, comme on l'a montré tout à l'heure, et également nous retrouvons le diabète de type 2 chez l'enfant de plus en plus. Il y a eu également des enquêtes STEPS qui ont été réalisées au Congo qui montraient que la prévalence du diabète à Brazzaville était de 3,3%. Et quand on se projette par rapport aux chiffres qui sont projetés, cette prévalence va augmenter. Donc, peu importe, on a eu la discussion tout à l'heure sur les chiffres, est-ce qu'ils sont exacts ou non, mais la progression va être la même si les chiffres ne sont pas précis. Nous sommes sûrs et certains que cette progression restera celle qu'on rencontre dans les autres pays. Et
d'autres enquêtes ont été menées également au Congo, cette fois-ci concernant les populations à risque. Quand on regarde la population à risque, on a donc une prévalence qui augmente, qui était autour de 7%, et donc ceci va également progresser, comme le montrent toutes les études épidémiologiques. Concernant les circonstances de découverte du diabète, les manifestations cliniques patentes inaugurales du diabète restent encore trop patentes dans notre pays. Et là également, c'est le problème d'éducation, car il y a un retard de diagnostic. Les signes cardinaux que l'on décrit, notamment les troubles de la conscience, sont toujours au premier plan, notamment chez l'enfant et chez l'adulte également. Les troubles neurologiques également, notamment les accidents vasculaires cérébraux, représentent également les circonstances du diabète dans près de 13% des cas, sans compter les troubles trophiques de pied qui aujourd'hui nous posent d'énormes problèmes et qui font révéler le diabète dans près de 6% des cas. Concernant les éléments de surveillance du diabète, nous avons l'hémoglobine glyquée qui est un élément important qui est pratiqué un peu partout, mais nous nous posons deux problèmes. C'est quelle technique utiliser par ces différents laboratoires? Et deuxième problème, la population de race noire a une prévalence importante de la drépanocytose, près de 25%. Est-ce qu'il n'y a pas une interférence entre cette pathologie et le dosage de l'hémoglobine glyquée par rapport aux méthodes utilisées? Une étude donc était en cours pour pouvoir évaluer la place de l'hémoglobine glyquée chez les personnes diabétiques porteurs d'une tare drépanocytaire. Toujours pour la surveillance, de plus en plus, les lecteurs de glycémie sont utilisés par nos patients, particulièrement les diabétiques de type 1. Malheureusement, je leur dis, c'est un gadget pour eux puisqu'ils font souvent de la glycémie sans pouvoir adapter les glycémies, la dose de l'insuline par rapport à la glycémie qu'ils ont. Mais néanmoins, ça reste un élément d'alerte puisque quand la glycémie est élevée, ils appellent le médecin pour courir et venir en consultation. Quant à l'évolution, aujourd'hui, nous étions frappés dans les premières années par un nombre important d'enfants diabétiques perdus de vue, mais les choses s'améliorent avec l'éducation et avec la présence particulièrement d'un centre dont mon ami Évariste Bonizabila s'en occupe, le DiabCare. Aujourd'hui, dans ce centre, tous les enfants diabétiques sont pris en charge de telle sorte que la mortalité par diabétique qui était il y a 20 ans, 15-20 ans de 18,2 est tombée à 3,8. Et aujourd'hui, la principale cause de cette mortalité reste le coma diabétique. On a très peu d'hypoglycémie, car malgré la gratuité qu'offre ce centre aux enfants diabétiques, il y a néanmoins l'arrêt de l'insuline, mais également c'est les parents avec des croyances, peut-être également la pauvreté, qui n'utilisent pas toujours l'insuline, ils vont consulter encore la médecine traditionnelle pour pouvoir éradiquer la pathologie. Et voilà qui nous ramène des enfants dans un tableau de coma assez avancé et la mortalité reste importante dans cette population. Chez l'adulte, aujourd'hui, les problèmes métaboliques se posent très très peu. Cependant, avec l'augmentation de la durée de vie du diabète, il se pose donc des problèmes neurovasculaires et le pied diabétique. Les complications infectieuses sont importantes dans notre population. Quand on regarde le mode de vie, il y a ces infections pleuropulmonaires, bucco-dentaires, etc. qu'on retrouve. Et les complications dégénératives dans le diabète de type 1 sont un peu faibles. C'est un total de 20% de cas de néphropathie, mais dans 5% d'insuffisance rénale au stade terminal et très peu d'atteinte rétinienne. Nous sommes ici dans le diabète de type 1. Les lésions du pied sont également fréquentes. Le pied artéritique a été le plus rencontré, qui a mis le pronostic vital de nos patients.
Les amputations sont fréquentes et là, la mortalité reste élevée pour plusieurs raisons. C'est d'abord le fait que, d'une manière générale, liée à l'image du corps, très peu de patients acceptent l'amputation. Et ceux qui acceptent, quand ils acceptent, c'est souvent avec beaucoup de retard. Il faut donc voir le chirurgien et là également, il faut que le chirurgien soit disponible. Quand le chirurgien est disponible, c'est le bloc opératoire qui n'est pas disponible. Il manque ceci, il y a toujours des facteurs qui vont faire que la prise en charge entre le moment où on a décidé de faire l'amputation et faire l'amputation elle-même, ça pose beaucoup de problèmes et c'est dans ce lot qu'on a une mortalité élevée, sans compter ceux qui partent, soi-disant traités traditionnellement, et ce n'est qu'après qu'on apprend qu'ils sont décédés. Les accidents vasculaires cérébraux aujourd'hui posent d'énormes problèmes parce que aujourd'hui, nous sommes dans la population diabétique de type 2. Ils sont type 2, mais souvent hypertendus. On a fait l'enquête CEPS, on a trouvé que 33% ou 40% des populations diabétiques de type 2 également hypertendues. Et donc, quand on regarde le coût de la prise en charge de ces différentes comorbidités, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, les coûts sont élevés. On est en droit de penser que la prise en charge n'est pas très effective et ce qui fait que il y a un sous-traitement, si vous voulez, de ces pathologies, de telle sorte que très souvent, ils viennent dans un tableau d'accidents vasculaires cérébraux avec une mortalité élevée. Parmi les troubles trophiques du pied, le mal perforant plantaire paraît rare dans notre population. Il y a d'autres complications, notamment la tuberculose, l'infection à VIH de plus en plus liée soit à la maladie elle-même, soit au traitement utilisé, et le paludisme également est plus fréquent, responsable d'un déséquilibre important. Dans les formes cliniques du diabète sucré, aux côtés de ces deux formes polaires que constituent le diabète de type 1 et le type 2, il y a des cas de diabète cétonurique, le professeur Abodor en a parlé. Il y a les diabètes de l'enfant, les diabètes secondaires, aux pathologies pancréatiques, dans le cancer du pancréas, les pancréatites chroniques, l'acromégalie, etc., que nous rencontrons dans notre population. Il y a également ce problème du diabète de la grossesse. Diabète et grossesse, actuellement, une formation a été faite auprès des sages-femmes quant à la consultation prénatale. Cette formation a fait que beaucoup de sages-femmes aujourd'hui pratiquent systématiquement la glycémie à jeun chez ces femmes. Et en tenant compte des nouveaux critères donnés, plusieurs femmes sont référées dans notre service pour la prise en charge de ce diabète. Il faut avouer que nous ne pratiquons pas le test O'Sullivan et c'est à partir de ces glycémies à jeun que nous commençons à prendre en charge ces femmes en grossesse et qui présentent des troubles glycémiques. Néanmoins, l'étude qui a été faite il y a quelques années a montré qu'il y a plusieurs complications que l'on rencontre, tant aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Quant au traitement, la prise en charge pose plusieurs problèmes, notamment financiers, puisqu'il n'y a pas de couverture médicale universelle, les patients doivent se prendre en charge eux-mêmes. Et quand on regarde le coût de l'insuline et associé aux autres facteurs dont l'hypertension et l'hypercholestérolémie, on est en droit de penser que les patients, avec leur niveau de vie, ont du mal à pouvoir suivre correctement leur traitement. Ce qui explique certainement les complications que nous rencontrons aussi bien dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2. À cela s'ajoute, en dehors des antidiabétiques oraux classiques, sulfamide, biguanide que nous connaissons, que nous utilisons, aujourd'hui les médecins formés ont tendance à aller vers les nouveaux produits qui coûtent excessivement cher et ça aussi, ça vient un peu gréver la prise en charge de ces patients. Il y a un autre problème que je soulève toujours, c'est l'inertie thérapeutique. En effet, il me semble que beaucoup de patients, pendant plusieurs temps, malgré des glycémies élevées, malgré un taux d'hémoglobine élevé, les médecins qui le prennent en charge ne modifient pas ni les doses, ni le changement de molécules. Ils gardent les médicaments, se disant, puisqu'il n'y a pas de manifestation clinique, il faut donc continuer comme tel.
Et voilà pourquoi aussi une des raisons qui fait que ces patients viennent chez nous avec beaucoup de complications. Tout ceci pour se dire que oui, le diabète sucré pose d'énormes problèmes chez nous, comme on a vu un peu ailleurs, mais ne restons pas dans l'afro-pessimisme. L'éducation des patients, en passant, on l'a dit, du type traditionnel, du type moderne, va poser un problème, va nous aider à améliorer la prise en charge de ces patients. La prise en charge, donc le dépistage de ces patients diabétiques, non seulement du diabète, mais également des complications, va également nous aider à pouvoir prendre en charge, à réduire les complications. Et surtout, s'il y a une bonne formation des médecins, si plus nous serons nombreux, je crois que plus nous pourrons nous redéployer sur tout l'ensemble de la République et améliorer la prise en charge de ces patients, mais surtout l'implication de l'État pour la gratuité de la prise en charge de ces patients. Je crois que tout ceci réunis pourront donc nous amener à améliorer la vie. Je vous remercie.